Eh bien, rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le samedi 12 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes. Voilà, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et l'idéalisme allemand. Je suis à la fin de ce petit résumé de la philosophie de Kant. Euh, dans la partie qu'il consacre un petit peu au résumé de ces pages qui sont consacrées à Kant. Donc je continue à lire et puis à voilà, donner un petit peu mon point de vue en lien avec ma, ma théorie développée sur mécaniqueuniverselle.net et où j'essaie de penser l'évolution de l'humanité, la finalité de l'humanité. Voilà, mon point de vue est celui-ci. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, sa perfection, c'est la paix universelle, etc. Bon, voilà, je ne vais pas me repréciser tout cela dans toutes les vidéos, je le fais. Et donc, je prends un peu prétexte à ces lectures euh, de l'œuvre, par exemple, d'Emmanuel Kant, des résumés de l'œuvre d'Emmanuel Kant, pour faire des digressions et essayer de démontrer un petit peu la pertinence de ma pensée. Voilà, donc je commence ma lecture. Quant à l'influence de Kant que Kant a exercée, on peut dire que toute la pensée philosophique du XIXe siècle évolua autour de ces théories. Et donc on voit l'importance d'un philosophe, d'une pensée philosophique, aussi à l'influence qu'il exerce sur sa, la continuité dans l'histoire de la philosophie. Après Kant, tout le monde en Allemagne se mit à parler métaphysique. Schiller et Goethe l'étudièrent. Beethoven citait avec admiration son mot fameux sur les deux merveilles de la vie, les cieux étoilés sur nos têtes, la loi morale dans notre âme. Et Fichte, Schelling, Hegel et Schopenhauer produisirent successivement de grands systèmes de pensée fondés sur l'idéalisme du vieux sage de Königsberg. Effectivement, je pense que quand les philosophes ramènent de la morale, une sorte de morale universelle, de l'universalité, des visions euh, généreuses, grandioses, euh, un petit peu idéalistes, hein, quand ils montrent que l'horizon de l'humanité est positif d'une certaine façon, je pense qu'il éclaire en fait un siècle. Hein. Il amène une sorte de positivité au siècle, d'optimisme. C'est dans ces jours tout parfumés de métaphysique allemande que Jean-Paul Richter écrivait « Dieu a donné la terre aux Français, la mer aux Anglais, l'empire des airs aux Allemands. » Bon, ben c'est assez curieux ça, la terre aux Français. Pourquoi la terre? Qu'est-ce qu'elle a de plus, la terre française? Peut-être qu'à l'époque, l'Empire français était répandu un peu sur toute la terre. C'est possible que ça soit ça. La mer aux Anglais, bon, c'est assez traditionnel. Et l'Empire des airs aux Allemands, c'est-à-dire la pensée, voilà. La critique kantienne de la raison et son exaltation du sentiment ont préparé le volontarisme de Schopenhauer et de Nietzsche. C'est marrant ça, parce qu'en fait, il a stimulé des pensées qui étaient radicalement différentes en fait, entre les, les, les pensées de Goethe, de Fichte, de Schiller, de Hegel,
c'est assez curieux quand même que ça ait influencé d'une autre manière Schopenhauer et Nietzsche. L'intuitionnisme de Bergson et le pragmatisme de William James. Son identification des lois de la pensée avec celle de la réalité fournir à Hegel tout un système philosophique. Ah, voilà, ben Hegel, c'est ça, décline, mais c'est vrai il y a des convergences très fortes à mon sens. Bon, toutes tous mes propos sont très intuitifs. Hein. C'est pas les propos d'un universitaire, de quelqu'un qui maîtrise bien la pensée philosophique. Il faut malgré tout après les soumettre à la critique et vraiment regarder si c'est pertinent ce que je dis. Parce que c'est vraiment une philosophie naïve. Et voilà, alors que c'est vrai que c'est une philosophie mal écrite parce que j'ai pas fait d'études, etc. Et donc, c'est vrai qu'elle est particulière, cette philosophie, dans ce sens. Elle vient comme un cheveu sur la soupe, voilà, dans le grand courant de la philosophie, parce que j'ai la prétention de m'inscrire dans ce grand courant, curieusement. Mais justement comme quelque chose d'excentré, mais en même temps presque de futuriste, on va dire, parce que les enfants, là, les jeunes, écrivent de plus en plus mal, maîtrisent de moins en moins bien l'orthographe, etc. Et sont beaucoup plus... expriment beaucoup plus leurs pensées de façon un peu, comment on pourrait dire, superficielle, un peu zapping, des petits bouts de pensée comme ça, sans creuser réellement les choses. C'est pas des essais à proprement dit. Alors il reste, bien sûr, il y a toujours ce courant universitaire qui est très important, très fort et vraiment qui est l'essence même pour la philosophie et pour toutes les sciences en fait. Mais je pense qu'il y a la place pour une sorte de philosophie comme ça qui écrit très mal, quoi, qui est pas, voilà, ça me fait penser à des livres qui sont édités actuellement et qui sont vraiment dans la simplicité, quelque chose, ça n'a plus rien à voir avec la littérature du 19e siècle, ou même la littérature du début du 20e, ça n'a rien à voir avec Proust, avec Céline, avec, je sais pas moi, tous ces écrivains-là, même si ils étaient aussi divers et variés que ce qu'on peut imaginer, mais on n'écrit plus du tout comme ça, les écrivains n'écrivent plus du tout comme ça. Et je pense qu'on va aller vers cette dégradation peut-être de la technique, comme voilà, comme la langue française évolue avec l'argot, avec les banlieues, etc. C'est comme ça, on ne peut pas empêcher cette évolution-là. Et donc, je pense que ma façon de philosopher a du sens et s'inscrira et peut-être une sorte de départ, de point un peu originel de ce que sera une partie de la philosophie. Peut-être que des gens qui n'ont rien à voir avec la philosophie se mêleront de philosophie dans les décennies ou le siècle qui arrive plus tard. Bon, c'est mon point de vue. Voilà, il y aura peut-être une partie qui sera accordée aux intuitifs, aux philosophes intuitifs qui sont excentrés du courant universitaire. Donc, bien des obscurités chez Carlyle sont imputables à son essai de traduire en allemand, en allégorie, la pensée déjà obscure de Goethe et de Kant, à savoir que les différentes religions et philosophies ne sont que les vêtements de rechange d'une vérité éternelle.
De nombreux écrivains, philosophes en France et en Angleterre doivent leur inspiration à la première critique. Et même Nietzsche, dans sa fougue d'innovation, emprunte son épistémologie au grand chinois de Königsberg, c'est comme ça qu'il l'appelait, dont il condamne si vigoureusement la morale statique. Ben oui, c'était nécessaire qu'il la condamne. Nietzsche vient un siècle après, donc c'est légitime. Comme nous, on peut commencer à critiquer Nietzsche un siècle après. On peut commencer à critiquer la philosophie du 19e siècle ou du début 20e, critiquer les Jean-Paul Sartre, etc. Voilà. C'est une nécessité, c'est une logique, c'est comme ça qu'évolue la philosophie. Après un siècle de lutte entre l'idéalisme de Kant, plus ou moins réformé, et le matérialisme des Lumières françaises, plus ou moins corrigé, la victoire semble revenir à Kant. Eh bien, c'est ce qu'écrit Will Durant. C'est quand même intéressant parce que Will Durant a une vision, une analyse très très pertinente à mon sens de la philosophie et des philosophes qu'il a réunis dans ce petit livre. Donc je vous rappelle lesquels c'est. En fait, il a commencé par Platon, Aristote, Bacon, il est ensuite, Spinoza, Voltaire, Emmanuel Kant, Schopenhauer, Herbert Spencer et Friedrich Nietzsche. Et il s'arrête à Friedrich Nietzsche, parce qu'il écrit dans les années 30, Will Durant. Donc le grand matérialiste Helvétius avait même pu écrire ce paradoxe. Les hommes, si j'ose ainsi parler, sont les créateurs de la matière. Ah, la philosophie ne sera plus jamais aussi naïve qu'elle le fut dans l'ingénuité de ses premiers commencements. Elle devra toujours dans l'avenir être différente et plus profonde parce qu'il y a eu Kant. Eh bien, c'est important, intéressant. Voilà. Alors, ensuite, le chapitre 8, c'est le dernier chapitre, me semble-t-il, oui, qui a quand même plusieurs pages, et consacré, me semble-t-il, à Hegel, note sur Hegel. Alors, on va commencer par... Je vais commencer un petit peu de lecture à ce niveau, mais je le reprendrai dans une prochaine vidéo. Alors, note sur Hegel. Il n'y a pas encore bien longtemps, les historiens de la philosophie avaient l'habitude de donner aux successeurs directs de Kant, à Fichte, Schelling et Hegel, autant d'honneur et d'importance qu'à tous ses prédécesseurs dans la pensée moderne, depuis Bacon et Descartes jusqu'à Voltaire et Hume. Nous voyons les choses un peu différemment aujourd'hui. Ah, c'est intéressant de savoir comment ils voyaient dans les années 30 les choses. Et nous goûtons peut-être un peu trop vivement les invectives dont Schopenhauer accablait ses heureux rivaux dans la recherche de situations professionnelles. Par la lecture de Kant, disait Schopenhauer, le public fut obligé de reconnaître que ce qui est obscur n'est pas toujours sans valeur. Fichte et Schelling en tirèrent avantage et imaginèrent de magnifiques toiles d'araignée métaphysiques. Mais le comble de l'audace dans la présentation de pure baliverne, d'enfilades de mots extravagants, dénués de sens et qu'on avait connus jusqu'ici que chez les fous, fut atteint par Hegel et devint l'instrument de la mystification générale la plus éhontée qui ait jamais existé. Le résultat en paraîtra fabuleux à la postérité et subsistera comme un monument de la stupidité germanique. Est-ce bien juste? Point d'interrogation. Eh bien ça c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est ce que pensait donc Schopenhauer. Et là vraiment, je pense qu'il n'a pas compris.
Hegel, mais je pense qu'il est incompréhensible pour la plupart. Et moi, si j'ai un peu compris peut-être Hegel par des vulgarisateurs comme j'oublie les noms, mais par des gens qui ont analysé sa philosophie. Évidemment, elle me paraît très complexe. Par contre, j'ai pu lire que la dernière partie de la métaphysique, de son livre sur l'esprit. La dernière partie, où c'est l'esprit qui arrive. L'histoire, c'est la montée progressive de l'esprit vers l'esprit supérieur, et la dernière partie, c'est le summum. Et quand l'esprit arrive au summum, ça me parle complètement. Ça va tout à fait avec ma philosophie. L'humanité est vouée à atteindre son ultime perfection. C'est l'amour absolu, l'extase, la capacité d'atteindre l'extase, l'esprit arrivé dans son absolu. C'est ça l'extase en fait, c'est l'esprit absolu. Et je pense que c'est ce qu'a voulu écrire Hegel. À mon sens, c'est ça la dernière partie de son livre la phénoménologie de l'esprit. La dernière partie, il parle de l'extase, même s'il ne le cite pas. Un jour, j'ai cru lire qu'il parlait de l'extase, de la béatitude dans cette dernière partie. Je crois que je me suis trompé, ou que je l'ai rêvé en fait. Mais à mon sens, ça parle de ça, la dernière partie. Donc il est bien plus important que ce que pouvait en penser Schopenhauer. Mais parce qu'il n'a pas pu comprendre la pensée de Hegel. Donc je continue un petit peu. George Wilhelm Friedrich Hegel naquit à Stuttgart en 1770. Son père était un fonctionnaire subalterne au ministère des Finances de l'État de Württemberg. Hegel lui-même grandit avec les habitudes méthodiques et patientes de ses serviteurs civils, dont le modeste labeur a donné à l'Allemagne les villes les mieux administrées du monde. Ce jeune homme était un étudiant inlassable. Il faisait l'analyse détaillée de tous les livres importants qu'il lisait et en copiait de longues extraits. Et bien c'est un petit peu, voilà, je pense que c'est logique, c'est les Sartre étaient pareils, quoi. Ces petits, ce sont des petits génies en fait, des gens qui aiment plonger dans l'analyse, la compréhension, qui veulent comprendre, qui veulent tout comprendre. C'est le cas de Platon, de Spinoza, voilà, de tous les grands philosophes. La vraie culture, disait-il, doit commencer par un effacement déterminé de soi-même. Ça, c'est extraordinaire. C'est l'époquée, c'est la réduction, on enlève l'ego. Et je pense que pour être un grand philosophe, vraiment, il faut avoir un ego qui est soit très faible, qui n'est pas dérangeant, et c'est peut-être le problème justement de Schopenhauer, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas compris, qu'il s'est mis en guerre contre Hegel, en compétition, en lutte, parce qu'il se sentait maltraité en fait. Personne ne le regardait et tout le monde s'occupait de vénérer Hegel à la même époque. Et donc il subissait des frustrations normales, naturelles. Mais je pense qu'il faut faire tomber cet ego, ou qu'il soit maltraité par l'humanité. Voilà, Schopenhauer, la société a maltraité son ego, elle n'a pas voulu le laisser passer. Pareil pour Nietzsche. Et c'est important que la société maltraite les égocentriques, ceux qui
s'ils atteignaient la toute-puissance, seraient imbuvables, très certainement. Serait un Nietzsche qui aurait eu la célébrité aurait peut-être été vraiment différent de ce qu'il a été. Et pareil pour Schopenhauer. Et donc il s'est trouvé que un Kant, son ego ne le dérangeait pas. Et il s'était organisé pour qu'il ne soit pas maltraité de trop. Et peut-être qu'Hegel, c'était la même chose. Et peut-être qu'il a compris en plus, Hegel, qu'il fallait mettre de côté son ego. Donc l'époquer soi-même. C'est génial cette pensée. Comme dans le système, donc la vraie culture, disait-il, doit commencer par un effacement déterminé de soi-même. Comme dans le système éducatif de Pythagore, où pendant les 5 premières années, l'élève devait garder le silence. Mais c'est génial ça, bien sûr que c'est ça. Bien sûr que... Comment on sous-estime toute cette réflexion, la réflexion de Platon, de Pythagore. Évidemment, ça a changé. Évidemment, le monde a changé. Il y a des choses qu'on ne pourrait jamais plus appliquer. Et il y avait des choses qui étaient même extrêmement imbuvables à entendre de la part de ces philosophes anciens. Mais bien des choses étaient aussi à entendre, à écouter, peut-être à adapter. C'est vraiment superbe là l'idée. Alors voilà comment l'élève devait garder le silence. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà. Qui dit que évidemment ça fait des élèves qui ont un potentiel complètement différent. Par exemple les écoles, les écoles un peu particulières qui sont créées là où on laisse l'enfant dans sa liberté, voilà, avec prendre des initiatives, ça donne certainement quelque chose de très important, mais c'est à entendre aussi ces choses-là. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut tout utiliser ou revenir à des choses anciennes, mais je pense que ça vaut le coup d'écouter un peu, avec plus d'attention, la pensée des penseurs qui sont passés. Voilà, je vais arrêter pour cette première vidéo sur Hegel. À bientôt.